Je vous propose d'accueillir à présent la cofondatrice d'une entreprise, Les Filles sur le Pont, qui anime un réseau culturel et organise des événements dans l'espace public. C'est une initiative à la marge et avant-gardiste. C'est aussi une entreprise qui a subi la crise actuelle de plein fouet. Bonjour Claire Rusniewski. Bonjour, Michel Lévy-Provençal. Est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement votre parcours? Oui, avec plaisir. Moi, je travaille depuis une vingtaine d'années dans la culture, avec comme conviction que l'art et la culture sont des sources d'expression, d'épanouissement, de rencontres et d'inclusion assez uniques, et qu'il faut, je crois, faire tout ce qu'on peut pour que les gens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, puissent s'essayer d'une manière ou d'une autre à la pratique artistique et franchir la porte d'un lieu culturel. Et donc, j'ai consacré ma première tranche de vie professionnelle à ça, notamment à travers la création d'un événement qui s'appelle Culture Hockey, qui pendant 12 ans, dans l'espace public, rassemblait 100 000 personnes, donc un très large public, et les institutions culturelles, théâtre, musées, salles de concert, mais aussi compagnies, etc., pour lancer la saison, donner envie aux gens d'acheter des places à tarif réduit, pourquoi pas, de s'essayer à un atelier de danse, de théâtre, de musique, etc., de rencontrer un metteur en scène, un commissaire d'exposition. Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps. C'est un événement qui prenait presque un an à organiser. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et je pense qu'on a sensibilisé, mine de rien, en Île-de-France, un certain nombre de publics. Et c'était un événement où vous rassembliez, je crois, une centaine de milliers de personnes, c'est ça? Oui, en effet, il y avait en moyenne, en moyenne 100 000 personnes qui venaient battre le pavé, soit du quai de la gare les premières années, puis du bassin de la Villette au métro Jaurès. Et qu'on a, je crois, en effet, fait venir un public très, très varié. Autant des publics avertis qui sont abonnés à l'Odéon, au théâtre des Champs-Élysées, qui venaient parce qu'ils profitaient de bons plans Mhm. et que c'était une grande fête, mais aussi les néophytes du quartier, de Pantin, enfin de toute la région, qui venaient parce que c'était une fête gratuite pendant 3 jours, avec des concerts gratuits, etc. Donc, et c'est ce mélange de public-là qui m'a vraiment portée et qui a fait que j'ai inlassablement réorganisé chaque année cet événement, parce que je trouvais que c'était vraiment un endroit assez rare finalement où se mélangeaient à la fois des institutions publiques et privées, se rencontraient les acteurs professionnels et les publics de toute, voilà, de tout horizon. Et alors, évidemment, c'était, selon la formule, le monde d'avant, hein. Ouais. La crise est arrivée, la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, on imagine, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus En précisément? fait, en fait, la crise, moi, ça faisait quand même un an ou deux que je me disais que j'avais envie peut-être d'amorcer un nouveau passage, enfin une transition professionnelle pour me concentrer vraiment sur les publics dits euh, en situation de fragilité, les publics du champ social, et de mener des projets plus sur le long terme, de manière pérenne. Donc finalement, la crise a été plus un catalyseur, un révélateur de l'essentiel, de l'essence de mon projet professionnel. Et je pense que ça a été le cas d'ailleurs pour pas mal de gens. Je pense que le fait d'avoir été mis à l'arrêt comme ça nous a obligés, d'une certaine manière, à prendre le temps de réfléchir, à se poser vraiment des questions de nous, de quelle place on occupe quoi, dans cette vie professionnelle notamment. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là que de toute façon, l'événementiel n'étant plus possible, j'allais donc me concentrer sur le pont entre la culture et le monde social. Et donc, aujourd'hui, soutenue par des partenaires publics, privés toujours,
je recense les projets artistiques qui sont co-construits avec des publics du champ social. Je réunis des artistes dans un think tank pour réfléchir à ce que c'est que monter un projet artistique avec des publics en prison, des publics à l'hôpital, des publics qui habitent des quartiers politiques de la ville. Voilà. Donc j'ai réorienté mon travail et en fait ça me va assez bien. Comment s'appelle cette nouvelle Ça s'appelle Place de la Culture. C'est un site de rencontre en fait à l'origine entre les associations du champ social, Emmaüs Solidarité, Aurore, les centres pour demandeurs d'asile, enfin tout type de structures de champ social, et les lieux culturels et les compagnies. Et donc ils se rencontrent sous forme de petites annonces. Voilà, je suis un artiste et je propose un atelier de musique dans un CADA. Je suis un centre social et je recherche un conteur, enfin, ou quelqu'un pour animer un atelier de dessin, enfin voilà. Et donc s'opère comme ça une rencontre entre ces acteurs-là. Donc, ce que vous faisiez finalement par le festival annuel où 100 000 personnes se retrouvaient, là, vous êtes en train de le faire au travers, je crois, une plateforme en plus, qui est une plateforme digitale où les gens se rencontrent non plus sur la place publique, mais sur des espaces publics virtuels en attendant. J'imagine que vous avez d'autres projets dans l'avenir, peut-être un peu plus présentiels. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? C'est-à-dire qu'en fait, je pense que l'artiste de demain doit pouvoir mener son travail, penser ses projets hors des lieux de diffusion. C'est-à-dire que s'il y a une problématique des lieux de diffusion, j'entends théâtre, salle de concert, etc., s'il y a une problématique évidente de diversité sur scène et dans la salle, il y a aussi une problématique de comment on accompagne un artiste hors les murs, comment on accompagne un artiste dont la vocation est de construire des projets, de créer des projets artistiques, non pas sur scène, mais dans la rue, dans une prison, dans un hôpital, etc. Et ce que j'entends, moi, et c'est ma conviction depuis toujours, donc je suis assez contente de voir qu'il y a un mouvement, je crois, qui commence à émerger, qui est la revendication d'une démarche artistique, voilà, hors institution, hors les murs. Évidemment, ça a toujours existé, mais je pense qu'il faudrait vraiment en faire presque un statut un peu à part, et qu'ils se sentent plus reconnus dans cette démarche-là. Je suis assez convaincue qu'une personne qui a rencontré un artiste dans son environnement, qui a participé à un projet quel qu'il soit, poussera beaucoup plus facilement la porte d'un grand théâtre par la suite, quoi. Et l'exemple qui me vient et que je trouve assez remarquable, c'est celui du 104 à Paris, où en effet, ce lieu est hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois un lieu d'expression spontanée, où s'expriment des disciplines artistiques qu'on ne voit pas forcément dans les lieux, les grands théâtres, etc., les arts de la rue, le hip-hop, etc. Et que quand je vais assister à un spectacle au 104, je m'aperçois que la salle est beaucoup plus diverse et beaucoup plus éclectique, beaucoup plus jeune que dans d'autres types de théâtres. Et donc je pense que cette hybridation-là, entre à la fois un lieu d'expression et un lieu de diffusion, est vraiment extrêmement intéressante, et je pense qu'il faudra encourager ça, quoi. Ouais. Vous pensez que la France a une spécificité en la matière ? C'est-à-dire que la France s'est dotée depuis une quarantaine d'années, et c'est formidable, d'un maillage de lieux culturels sur son territoire sans pareil. Je crois qu'il n'y a pas d'autre pays doté d'autant de théâtres. C'est formidable, mais en même temps, il faut les financer. Donc évidemment, ça prend un budget énorme aux collectivités, au ministère de la Culture, etc. Et je pense que du coup, ça peut-être ne permet pas l'éclosion, le déploiement de projets artistiques, encore une fois, hors les murs, dans les territoires, etc. Et que du coup, ça, c'est vraiment une démarche qu'il faut un peu forcer, que moi, je force. C'est pour ça que je revendique le fait d'être à l'extérieur, d'avoir une structure indépendante, parce que j'ai l'impression que je garde comme ça un regard un peu extérieur, hors institution.
Mais je suis quand même soutenue par les institutions, ce qui est intéressant. Oui, vous êtes suivi quand même par un certain nombre d'institutions. J'ai toujours été soutenue dans mes projets par la mairie de Paris, la région Île-de-France, le ministère de la Culture ou des fondations privées. Et donc, j'ai beaucoup de chance. J'ai toujours mené les projets que j'ai eu envie de mener. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression que c'était en étant à l'extérieur, un peu comme l'artiste qui fait le pas de côté, quoi, qui est de côté. Finalement, peut-être que j'imite l'artiste, que j'étais plus forte et que je pouvais proposer et faire changer les choses de manière plus impactante. Voilà, j'ai toujours eu cette impression. Et vous avez le sentiment qu'il y a une différence pour les artistes émergents en France et dans d'autres pays européens, je pense à l'Allemagne par exemple? Disons que je n'ai pas étudié vraiment ces pays-là. Néanmoins, je voyage et quand je vais à Barcelone, à Berlin, enfin dans d'autres capitales, j'ai quand même l'impression que comment dirais-je, le projet spontané, le projet dans la rue, le projet, la forme hybride, elle est plus facile et que les tiers-lieux aussi accueillent beaucoup plus de culture. Euh, voilà, que le squat qu'on connaît à Berlin, il est vraiment une forme d'expression extrêmement importante et que se rencontrent aussi dans ces lieux-là des publics très, très, très divers, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'effectivement, on pourrait prendre modèle sur ces villes-là qui, et on l'a vu pendant la crise, qui ont, comment dirais-je, ont réagi de manière voilà, très spontanée à ce qui se passait à la fermeture des lieux culturels pour aller à l'extérieur et aller à la rencontre des gens. Voilà. Comment vous expliquez cette différence? À quoi elle est due? Est-ce que c'est une question de culture, pour le coup, française? Est-ce qu'il y a une particularité dans ces pays qui fait qu'on accepte peut-être plus l'émergence, la marginalité, l'avant-garde? Comment vous l'expliquez, ça? C'est que je pense que la culture en France, elle a toujours été très institutionnalisée. Le fait qu'on ait un ministère de la culture, c'est quand même assez rare. Et donc, du coup, je pense que ça centralise à la fois les financements, les projets, etc. Et du coup, ça fait quelque chose d'un peu descendant comme ça, avec une tutelle. Et puis après, il y a les strates qui en découlent avec un financement voilà, très fléché. Moi, pour avoir parfois essayé, j'ai toujours réussi, mais j'ai parfois mis du temps à faire financer des projets parce qu'on me disait qu'ils étaient trop hybrides. Trop pluridisciplinaires, trop culture sociale, enfin voilà, et que du coup, il n'y avait pas de ligne. Et voilà, je pense qu'il y a quand même une culture de la ligne en France qui fait que pour sortir des clous, il faut être volontaire. Je pense que je suis quelqu'un d'assez volontaire, en effet. Merci en tout cas pour cette volonté. Merci de nous donner l'occasion de sortir des lignes et aller explorer ce qui est à la marge. Merci beaucoup, Claire. Avec plaisir, merci à vous.